Bonsoir, bienvenue dans le 7-8 journal. Nous sommes le jeudi 20 février. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. Le 14 janvier dernier, plus de 1000 médecins à travers le territoire se disaient prêts à démissionner pour alerter sur la dégradation de l'hôpital public. Plusieurs médecins yvelinois étaient concernés. Un mois après, quelle est la situation? Nous poserons la question au docteur Philippe Rousselot, chef de service à l'hôpital Minot du Chesnay-Rocancourt. C'est un secteur en pleine croissance. Entre 2014 et 2016, près de 5 millions de maisons individuelles ont fait l'objet de rénovation énergétique. Une activité boostée par les aides de l'État. Illustration dans ce journal avec une entreprise spécialisée dans ce domaine et basée à Trappes. Nous nous intéresserons également à la migration des batraciens. La saison a démarré, une épreuve qui peut avoir malheureusement des conséquences fatales pour ces animaux. Pour éviter cela, des associations les aident à traverser la route afin de les empêcher de se faire écraser. Mais avant de développer ces titres, J-2 avant le début du Salon de l'agriculture à Paris, l'occasion notamment de découvrir les produits, mais aussi plus généralement l'agriculture francilienne. À cette occasion, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a annoncé 4 priorités pour ce secteur en 2020. Plus de détails avec nos confrères de Via Grand Paris. Convertir l'agriculture francilienne au bio, c'est l'une des priorités de la région Île-de-France. Valérie Pécresse a présenté ses objectifs pour 2020. Aujourd'hui, 30 000 hectares franciliens sont cultivés en agriculture biologique. C'est 3 fois plus qu'en 2015. Le pacte écologique signé en 2018 doit encore permettre d'accélérer. En jeu, 45 000 hectares cultivés en 2022. Une menace, le désengagement de l'État. L'État supprime ses aides. Alors que va faire la région? Eh bien, toutes les aides supprimées par l'État, la région va les remplacer. Donc nous allons nous substituer à un État défaillant sur le bio pour que les agriculteurs bio qui se sont engagés dans cette démarche, qui ont fait les investissements, c'est très lourd de la transition bio, eh bien, ne soient pas en insécurité et pour qu'on garde cette formidable dynamique de transition vers l'agriculture biologique. Autre priorité de la région, développer les circuits courts en rapprochant citoyens et agriculteurs. Une centrale d'achat va être mise en place pour fournir les 463 lycées d'Île-de-France avec 100% de produits franciliens, dont 50% de bio d'ici à 2024. 14 produits déjà identifiés, les carottes, les pommes de terre, les lentilles, les pommes, les poires, la baguette des franciliens, mais aussi la volaille, les œufs, la viande, donc vraiment, et la banane des Outre-mer. Parce que la banane antillaise, nous la considérons comme un produit de circuit court en Île-de-France. Autre défi, assurer la relève des agriculteurs et surtout rajeunir la profession. Aujourd'hui, un agriculteur sur 5 a plus de 60 ans. Nous travaillons évidemment avec les jeunes agriculteurs. Nous avons fait un site avec eux qui promeut les métiers de l'agriculture. Nous avons une agriculture qui est encore très familiale en Île-de-France et on veut la garder. Donc ça suppose d'encourager tous ces jeunes agriculteurs à s'installer, à prendre la succession de leurs parents, de leur famille et puis aussi d'attirer des nouveaux. Et ça aussi, c'est l'objet de notre plan de formation. Depuis 2016, 4200 formations ont été financés par la région Île-de-France. Il y a un peu plus d'un mois, plus de 1000 médecins signaient une tribune et menaçaient de démissionner pour dénoncer une dégradation des conditions de travail des équipes hospitalières. Parmi les signataires, le docteur Philippe Rousselot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de service hématologie et oncologie à l'hôpital Minot au Chesnay-Rocancourt. Première question toute simple, avez-vous démissionné? Alors, je n'ai pas encore démissionné. Nous sommes très en retard dans les Yvelines sur les démissions. Il y a actuellement 1000 médecins démissionnaires qui étaient inscrits sur la liste et qui ont effectivement démissionné. Et j'espère qu'on va pouvoir mettre en œuvre ces démissions effectives d'ici la fin du mois de février sur les Yvelines. Vous voulez coordonner peut-être un peu plus justement ce mouvement, en tout cas dans les Yvelines? Alors, je crois qu'il y a pas mal de départements qui ont essayé de coordonner les choses et annoncer de façon globale les médecins démissionnaires. Donc je pense que c'est ce qu'on va essayer de faire sur les Yvelines en coordonnant les différents hôpitaux, l'hôpital André Mignot au Chesnay, l'hôpital de Mantes-la-Jolie, l'hôpital de Rambouillet. On rappelle, c'est une démission administrative. Alors, c'est une mission administrative, ça veut dire qu'on ne quitte pas nos fonctions ni de soins, ni d'enseignement, ni de recherche, mais c'est vrai qu'on se met en retrait un petit peu des questionnements administratifs qui font un peu le quotidien d'un chef de service dans un hôpital public. Alors, pourquoi finalement avoir choisi cette menace symbolique ?
Je pense que ça a fait du bruit déjà, ça a été visible, hein, d'ailleurs on en parle. Je pense que ça a fait bouger un petit peu aussi les choses sur le plan du ministère, puisqu'il y a eu des avancées qui ont été obtenues suite à cette émission. Et puis je crois aussi que c'est un symbole très fort de l'unité du mouvement au niveau national. Alors on va revenir sur vos revendications. Vous dénoncez notamment un mal-être justement dans les hôpitaux, hein, c'est bien ça? Alors c'est bien ça. Il y a 3 revendications clés. Hein. La première, c'est l'attractivité des métiers à l'hôpital, en particulier des métiers soignants et des métiers techniques, avec une demande de revalorisation salariale. La deuxième, ça concerne le budget global de l'hôpital, c'est-à-dire qu'on considère qu'actuellement, depuis 10 ans, ce budget a baissé et ne permet plus à l'hôpital d'investir dans l'avenir. Et puis la troisième revendication, c'est une revendication de gouvernance avec une meilleure coordination entre les soignants et les directions hospitalières. Le manque de moyens, vous le voyez par exemple à l'hôpital Mignot? Alors le manque de moyens, on le voit, oui, parce que l'hôpital de Mignot est déficitaire. Donc il a fait de gros investissements, l'hôpital Mignot, et on traîne maintenant ce déficit sur des années. Et d'ailleurs, ce déficit peut nous empêcher de réinvestir à nouveau pour moderniser l'hôpital. Donc oui, c'est quelque chose qu'on voit dans le quotidien. Alors le 14 février dernier, vous avez remis un recueil de lettres d'amour à votre hôpital ainsi qu'à l'Élysée et à Matignon. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qu'il y avait à l'intérieur de ce recueil? En fait, l'objectif, c'était d'essayer de montrer l'attachement et des soignants et du public, et donc des usagers, comme on dit, vis-à-vis de leur institution hospitalière. Dans le hall de l'hôpital Mignot, on a fait un grand cœur sur lequel les soignants et les usagers pouvaient noter leurs impressions sur des post-it. Ça a eu un franc succès. Et on a pu lire également des lettres, à la fois émanant de soignants et émanant également de patients, sur leur histoire avec l'hôpital public. Donc effectivement, je crois que c'est très important de mettre en avant aussi les missions de l'hôpital public, qui sont des missions de soins pour quiconque, indépendamment de critères de ressources ou de critères sociaux. Vous avez eu un retour du gouvernement par rapport à cette action? On n'a pas de retour. Je ne suis pas sûr que le livre en question ait encore été officiellement transmis, mais il est en cours de fabrication. En plus, l'actualité récente fait qu'il y a désormais un nouveau ministre de la Santé, Olivier Véran. Est-ce que ça change quelque chose pour vous? Alors actuellement, il y a une délégation du collectif Interhôpitaux qui est en ce moment même reçue par le ministère et par le ministre. Ça change quelque chose. Probablement que ça peut changer quelque chose. Je pense que si on a une écoute un peu différente, peut-être que les choses avanceront. Les demandes sont les mêmes, vous avez vu, il n'y a pas eu beaucoup d'avancées jusqu'à présent. Et peut-être qu'un début de négociation pourrait faire avancer les choses. Donc peut-être que s'il y a une négociation en cours, plutôt que des postures de part et d'autre, ça serait une façon de faire avancer les choses. Alors, quelles sont vos prochaines actions prévues? Alors, on voudrait s'inviter un petit peu dans la campagne des municipales, je crois que c'est d'actualité. Je pense qu'il faut que toutes et tous, on soit bien investis du fait que la santé, c'est un sujet important. Et je voudrais lancer un appel à nos élus qui nous regardent éventuellement de mettre en avant la santé, l'hôpital public au cœur de leurs préoccupations. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aussi on va vers les usagers en leur demandant de questionner leurs futurs élus, les candidats, sur le problème de la santé de l'hôpital public lors de cette élection municipale. Et puis donc, vous devriez démissionner administrativement, on rappelle bien sûr, à la fin du mois. Voilà, oui, parce qu'on ne peut pas être non plus le dernier des derniers à démissionner. Donc je pense qu'on va être effectivement dans les derniers hôpitaux à mettre ça en place. Mais encore une fois, ça n'affecte pas le soin aux patients. Combien de médecins, vous pouvez rappeler, dans les Yvelines à peu près? Alors, on ne sera pas plus que 10, je pense. Même si on a prévu une réunion des chefs de service de l'hôpital Mignot, là, prochainement, pour essayer justement d'avoir une attitude coordonnée autour de tout ça. Même s'il n'y a pas forcément énormément de démissions, il y aura des soutiens. Et les soutiens, je pense, sont aussi importants que les démissions effectives. Merci Philippe Rousselot d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes chef de service hématologie et oncologie à l'hôpital Minot-Auchenet-Rocancourt. Merci. La police yvelinoise vient de lancer un appel à témoins pour tenter d'identifier le corps d'un homme à la gare de la Verrière. Il a été retrouvé le 4 février dernier. Il s'agit d'un homme d'environ 70 ans, aux cheveux courts et blancs. Si vous pensez avoir des informations, vous pouvez joindre le groupe d'appui judiciaire du commissariat d'Elancourt au numéro qui s'affiche sur l'écran. À 24 jours du premier tour des élections municipales, nous continuons à faire le tour des communes pour mieux connaître leurs enjeux. Problèmes de circulation, logement ou encore diminution du nombre de médecins. Nous nous rendons ce soir à Voisins-le-Bretonneux avec Manon Varaldo.
Voisin, le Bretonneux compte 11 426 habitants en 2020, mais elle a perdu 1000 habitants en 15 ans malgré la production de 590 logements ces dernières années. À Voisin, le Bretonneux, les projets immobiliers se succèdent. 29 logements dans le centre, 95 logements dans le quartier du Lac ou encore 110 logements à la Grande Île. Des projets vont également sortir de terre, c'est le cas à rue Hélène Boucher. 18 logements vont voir le jour. À prévoir pour 2022 sur ce terrain vague la construction de l'écoquartier, la zone d'aménagement concerté du quartier de la Remise comptera 500 logements avec notamment un parc arboré et des jardins partagés. Voisin, le Bretonneux n'a que 18,5% de logements sociaux contre 25% exigés par l'État d'ici 2025. Le point noir, la circulation à Voisin le Bretonneux, lieu de transit entre la vallée de Chevreuse et Saint-Quentin en Yvelines. Les carrefours sont des points de ralentissement en heure de pointe. En jeu également le nouveau cimetière. Le projet de construction d'un 3e cimetière à la place du square des 40 Arpents a été contesté. Un collectif s'est constitué pour s'opposer à sa création. Après ce mouvement de contestation, 2 autres terrains potentiels sont à l'étude ou en passe de l'être. Enfin, autre inquiétude pour les Vicinois, la moitié des médecins généralistes partent bientôt à la retraite et ne prennent pas de nouveaux patients. Pour pallier cette pénurie, les habitants attendent une maison de santé pluriprofessionnelle. Elle devrait être construite à l'emplacement de l'ancien Leader Price au centre de la Grande Île. Des généralistes et spécialistes sont recherchés. Et je vous rappelle que dans le cadre des élections municipales, TV78 en association avec Radio Sensation vous propose des débats entre les candidats. Ce soir, émission consacrée aux clés sous bois, c'est à partir de 20h sur TV78 et sur la fréquence 98.4 pour Radio Sensation Yvelines. Et sachez également que vendredi soir à 20h, vous pourrez suivre le débat avec les candidats de la Verrière. Un chiffre à présent, 5 millions, c'est le nombre de maisons individuelles qui ont fait l'objet de travaux de rénovation entre 2014 et 2016. La rénovation énergétique, un secteur en pleine croissance, boosté par les aides de l'État accordées aux ménages qui engagent ce type de travaux. Les entreprises spécialisées, évidemment, sont en première ligne. Nicolas Dandry s'est rendu à Trappes. La rénovation énergétique permet d'améliorer l'efficacité du logement sur le plan thermique. Ça va consister à isoler mieux les murs, renouveler l'air, faire en sorte que la maison soit plus économe et surtout plus confortable. Et ça consiste à venir ajouter un isolant au mur existant et ensuite venir le recouvrir avec une protection qui va être soit un enduit, soit un bardage. Ce sont des échantillons d'isolation par l'extérieur, tout d'abord avec du polystyrène, de la laine de roche et de la fibre de bois. On va ensuite appliquer une couche de sous-enduit, une couche de fibre de verre, de toile, et ensuite on va venir donc faire le ravalement. Et on va continuer à parler d'environnement puisque la saison de migration des batraciens a commencé. Malheureusement, chaque année, certains d'entre eux se font écraser en traversant la route. Notre journaliste Marilène Pichino a suivi Nicole. Depuis 12 ans, elle sauve des crapauds et autres tritons le long des routes à Gambé. Son reportage. En cette saison des amours, les batraciens rejoignent leur point d'eau natal pour se reproduire. Seulement à Gambé, l'étang de la Bruyère est séparé de la forêt par une route. Alors depuis 12 ans, Nicole s'occupe d'eux. À l'aide des lycéens du CHEP de Tremblay-sur-Mauldre et d'autres bénévoles, elle dispose des barrières de 140 mètres de long financées par la commune de Gambé et le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse, afin d'empêcher les batraciens de se faire écraser. Ils arrivent effectivement de la forêt, ils vont longer la bâche et à un moment ils vont tomber dans les seaux.
Et chaque matin jusqu'au mois d'avril, des bénévoles viennent ramasser les batraciens des seaux pour les faire traverser en toute sécurité. Si Nicole a commencé seule avec son mari et son fils, au fil des années, d'autres amoureux de la nature l'ont rejointe, comme Émeric. Il s'est arrêté, il allait à la boulangerie, je me rappelle, et il a dit l'année prochaine vous me contactez, je viendrai vous aider, voilà, puis voilà, je t'ai contacté. Alors 2, alors je note un mâle. Chaque batracien est répertorié pour prouver l'efficacité de la démarche. Il y a 12 ans, 500 animaux ont été sauvés. Cette année, les sciaramasseurs espèrent dépasser les 2500. 127 crapauds mâles, 19 femelles et 3 tritons palmés, ce qui fait 149 batraciens sauvés aujourd'hui. Fort de leur réussite, les bénévoles ont demandé un système plus pérenne de batracoducs, soit des tunnels sous la route dédiés. Donc le PNR, tout à fait d'accord. C'est vrai, ça fait 1 an quand même qu'on a déposé le dossier. Contacté, le PNR se dit sensible à la démarche, mais le terrain étant complexe, des études hydrographiques doivent être menées. Elles auront lieu courant mars. L'actualité sportive avec notamment la titularisation du jeune rugbyman yvelinois Fabien Witz en équipe de France U20 face au Pays de Galles. Le match aura lieu vendredi soir dans le cadre du 3e match du tournoi Destination. On rappelle que l'ancien pensionnaire du Sky Rugby évolue désormais au Racing 92. Et on va parler à présent d'un autre ballon ovale, celui du football américain. Dominique Modiconacci, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes joueur dans l'équipe senior des Templiers d'Elancourt. Alors samedi, vous affrontez les Dockers de Nantes. C'est dans le cadre de la 4e journée de D2. Comment vous êtes préparé pour ce match ? On s'est préparé, je pense, un peu plus mentalement, parce que physiquement, on est déjà préparé. C'est ce qui nous a peiné, je pense, sur le premier match de saison. Parce qu'ensuite, on a fait ce qu'on appelle une remise à zéro mentale. Et puis, tout de suite après, les matchs se sont déroulés beaucoup mieux que le premier. Donc le physique, ça va, mais du coup, le mental, alors comment on se prépare finalement mentalement ? Tout simplement, il faut arrêter de se prendre la tête. C'est ce qu'on faisait, je pense, un peu trop. On est sur une bonne dynamique comment dire, d'action menée, de bonnes choses. On est toujours sur comment on appelle ça, l'accompagnement. Jamais sur la répression et toujours sur on fait une bonne chose, on continue, on fait une mauvaise chose, on essaye de rectifier le tir, quoi. Alors comment ça se passe les entraînements ? Vous entraînez plusieurs fois dans la semaine avant un match, comment ça se passe ? On s'entraîne 2 fois par semaine, sans compter les séances de musculation. D'accord. Alors, votre adversaire, donc c'est Nantes. Est-ce que c'est une équipe que vous connaissez ? C'est une équipe qu'on a déjà jouée il y a 3 ans de mémoire. C'était lors d'un match amical, donc ils n'étaient pas dans notre division. Là, cette année, ils sont dans notre division, donc ça change un peu. La première rencontre, on avait gagné, je dirais pas assez facilement, mais on a gagné. Là, cette année, on espère pouvoir encore décrocher la victoire. Est-ce que c'est une équipe dont il faut un peu se méfier ? Il faut se méfier de toutes les équipes, parce qu'un match ne se joue jamais avant le coup d'envoi. Alors, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, justement, ça fait 1 mois à peu près que la saison a débuté. Est-ce qu'on peut faire un premier petit bilan, justement, après ce mois ? Aujourd'hui, on est pas mal. Je veux dire, on est pas mal. Sur le classement, le classement, en fait, ne montre pas vraiment la valeur des Templiers. Parce qu'aujourd'hui, au classement, vous êtes on est 3e de la poule, c'est ça. sur 4. À savoir que chacun a une défaite, et des victoires. Je devrais dire que je pense qu'on doit être premier ex aequo normalement. D'accord, donc on va dire un début de saison plutôt mitigé quand même. C'est plutôt le premier match qui nous a mis un peu la tête sous l'eau. Et puis comme là on est sur une bonne lancée, donc je pense que la fin de saison va être un peu mieux, je pense. Alors justement, votre objectif pour la fin de saison, on se doute de la réponse, mais c'est quoi finalement ? L'objectif, c'est toujours la même chose, d'être la meilleure équipe. Et donc de monter du coup en D1. Et de monter en D1, oui. Une dernière question, du coup, la recette miracle là, pour gagner absolument ce match ce week-end, c'est quoi ? Pas se prendre la tête, s'encourager, se féliciter et oublier les mauvaises choses.
directement. On vous souhaite bonne chance et donc ce sera samedi donc à 19h, c'est bien ça. C'est ça. Merci Dominique Modiconacci. Je rappelle que vous êtes donc joueur dans l'équipe des Templiers d'Elancourt et donc vous affrontez ce samedi l'équipe de Nantes. Vous le savez, les vacances touchent à leur fin, mais heureusement, il reste encore quelques jours pour profiter de moments en famille. Mélanie Poquet, bonsoir. Bonsoir. Pour votre rendez-vous loisir, le public est attendu pour un voyage à destination de Rambouillet. Et oui, c'est un voyage dans le temps et dans les jouets, comme à chaque période de vacances. L'équipe du musée du Rambouillet-Train vous concocte tout plein d'animations. Alors pour la première, à l'accueil, on va vous remettre un livret-jeu. Il y en a 2 sortes en fonction des âges, les 3-7 ans et les 8-12 ans. À travers ce petit livre, vous revivrez l'histoire ferroviaire au 19e siècle avec un thème, le temps des machines, et de Jules Verne, le célèbre auteur de 20 milieux sous les mers. Et les enfants vont aussi faire parler leur imagination. Alors attention, cette animation est proposée sur la période que ce vendredi 21 février. Elle s'appelle Si j'étais un train. Le musée lance un défi aux visiteurs. Imaginez des locomotives à partir de 3 trains qui existent déjà. Mais je laisse Solène, la chargée d'accueil et de médiation, vous en dire un peu plus. C'est grâce au nom de ces trains et à la description qu'on leur donne, c'est de dessiner un train pour les plus grands, d'imaginer à quoi il pouvait ressembler. Et pour les plus petits, ils pourront coller des gommettes, donc ça c'est plutôt pour les maternelles. Ils sont aidés, bien sûr, c'est un moment de partage avec les parents ou les grandes sœurs et frères. Alors Mélanie, une question que tous les enfants se posent et les grands enfants comme moi se posent également, est-ce qu'un petit tour de train est prévu ? Et oui, par contre il faut que le temps le permette, mais Solène vous emmène en balade avec Mini, c'est le nom de la locomotive, elle est à essence, ce sont des petits tours dans le jardin du musée et pour cette animation il faut compter 1,50 € en plus du droit d'entrée du musée. Cette animation-là a lieu le samedi 22 février. Et pour ceux qui rateraient évidemment ces animations, eh bien, pas d'inquiétude. Les équipes ont déjà pensé au prochain rendez-vous en avril. Et les activités tourneront autour de l'électricité dans les trains jouets. C'est bien ça, Mélanie ? C'est bien ça. Merci en tout cas. On vous retrouve dans quelques minutes pour nous donner encore plus d'idées loisirs. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée sur TV78.